Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. L'histoire de la paix se déroule-t-elle comme cette structure du récit enseignée aux élèves du primaire et du collège, selon laquelle la narration d'un récit tient sur 5 étapes, à savoir la situation initiale, l'élément perturbateur, des péripéties, la solution du problème et la solution finale? En effet, les écrits sur les origines de la vie humaine, tels que la Bible, présentent l'homme vivant dans un jardin paisible avant la chute due à son péché originel, entraînant ainsi un état de guerre permanente entre les hommes. Cette période peut bien être décrite avec l'expression souvent attribuée à Thomas Hobbes et selon laquelle « l'homme est un loup pour l'homme ». Allant dans le sens cette assertion, Hobbes écrit « Aussi longtemps que les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les tienne tous en respect, ils sont dans cette condition qui se nomme guerre, et cette guerre est guerre de chacun contre chacun. » J.J. Rousseau, qualifiant cette situation de l'état de nature, relève que la réponse à ce problème est apportée par le contrat social. Ainsi, Hobbes et J.J. Rousseau relèvent que la nouvelle entité alors créée, qu'elle s'appelle République, la cité ou de façon plus contemporaine, l'État, résulte d'un contrat social entre les hommes. Le droit de cette nouvelle entité garantit la paix et la sécurité de tous ses sujets. Mais le contrat social initial, s'il a favorisé la paix et la sécurité entre les membres d'une même communauté, n'avait toutefois pas réglé la question de la coexistence pacifique des nouvelles entités ainsi créées. Hobbes soulignera ainsi que les rois et les personnes qui détiennent l'autorité souveraine sont à cause de leur indépendance dans une continuelle suspicion, et dans la situation et la posture des gladiateurs, leurs armes pointées, les yeux de chacun fixés sur l'autre. Il s'agissait alors d'un nouvel état de nature que le professeur Denis Allen désigne comme « état de nature international anomie ». Rejeté entre individus, la guerre entre États est considérée dans un premier temps comme relevant du droit. La doctrine de l'Antiquité au Moyen Âge montre que le droit ne condamnait nullement la guerre. Quand il ne s'agit pas de faire l'apologie de la guerre, celle-ci était tout au moins considérée comme inhérente à la société humaine ou à l'État. Toutefois, certaines doctrines qui se sont développées dans le même temps, à l'instar de la doctrine de la guerre juste, montrent que certaines guerres pouvaient être considérées comme injustes ou illicites. Cette évolution apparaît aussi dans l'œuvre d'Hugo Grotius sur le droit de la guerre et de la paix. S'il existait toujours un droit de la guerre, le livre 3 du maître hollandais décrit également les limites à ce droit. Bien après lui, l'abbé de Saint-Pierre, J.J. Rousseau et Emmanuel Kant ont plaidé pour une paix perpétuelle, rejetant ainsi l'idée de la guerre. Il s'agissait d'un changement doctrinal considérable, allant de l'exaltation de la guerre à sa réglementation, et finalement à son rejet au profit de la paix. Mais ce changement n'allait pas rester exclusivement doctrinal. Le droit international positif a connu la même évolution. Les traités de Westphalie de 1648 avaient établi un système d'États souverains au-dessus desquels il n'y avait aucune entité pour leur imposer une quelconque réglementation. Le droit à la guerre était une prérogative de l'État souverain. Mais les horreurs de la guerre ne purent laisser personne indifférent, y compris les souverains. Les conventions de La Haye de 1899 et de 1907 montre que les souverains recherchaient désormais des moyens de sauvegarder la paix et de prévenir les conflits armés entre les nations. Cependant, si ces conventions affichent l'objectif de migrer de la guerre vers la paix, elles ne rendent pas la pratique de la guerre illégale, se contentant ainsi de la réglementer. Toutefois, des bases de la recherche de la paix entre les nations étaient désormais posées. L'évolution normative internationale vers la paix allait être poursuivie au moyen d'un certain nombre de textes internationaux, notamment le Pacte de la Société des Nations, SDN, adopté en 1919 au sortir de la Première Guerre mondiale. Son préambule témoigne de la volonté des États de ne plus recourir à la guerre. Le document débute effectivement par la formule les hautes parties contractantes, considérant que pour développer la coopération entre les nations et pour leur garantir la paix et la sûreté, il importe d'accepter certaines obligations de ne pas recourir à la guerre. Ensuite, moins d'une décennie après la création de la SDN, plusieurs États, encouragés par la France et les États-Unis d'Amérique,
adoptèrent également le pacte Briand-Kellogg, par lequel les hautes parties contractantes renoncent au recours à la guerre comme mode de règlement de différends. Cependant, c'est surtout la Charte des Nations Unies qui opère le progrès le plus fini en faveur de la paix. On retrouve dans son préambule l'objectif de paix perpétuelle défendu par les auteurs du XVIIIe siècle cités ci-dessus. Suite aux deux guerres mondiales survenues dans la première moitié du XXe siècle, et qui avaient infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, l'ONU s'est ainsi résolue à mettre un terme au conflit et à préserver les générations futures du fléau de la guerre. Pour cela, le but suprême de l'organisation consiste à maintenir la paix et la sécurité internationale. Pour ce faire, l'article 2 paragraphe 4 de la Charte de l'ONU interdit tout recours à la force ou même à la menace de la force entre ses membres. Le dictionnaire de droit international sous la direction de Jean Salmon rappelle à cet égard que l'interdiction du recours à la force constitue, désormais pour les sujets du droit international, une norme impérative, jus cogens. La Charte prévoit un mécanisme de mesures coercitives pour préserver la paix et la sécurité entre les membres des Nations Unies et désigne un organe, notamment le Conseil de sécurité, auquel il confie le pouvoir de décider de ces mesures pour assurer que les États respecteront les engagements pris en faveur de la paix. En cela, il ne serait pas abusif de penser que l'ONU incarne l'idée kantienne d'une paix perpétuelle universelle. Ainsi, de même que le droit interne œuvre pour la paix entre les citoyens d'un État, les sortants de l'état de nature, le droit international peut désormais permettre aux différentes nations de connaître la paix et la sécurité internationale, et cela sous les auspices de l'ONU. Or, si l'Europe naguère déchirée par les guerres connaît désormais une certaine paix et une certaine sécurité depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et la création de l'ONU et d'une organisation régionale européenne, à l'inverse, un autre continent s'est illustré par l'important nombre de conflits qu'il traverse. Il s'agit du continent africain, dont le nombre de conflits s'est encore accru depuis la fin de la guerre froide qui avait opposé les États occidentaux à l'ancienne Union des républiques socialistes soviétiques, URSS, et ses alliés. L'ONU, qui est le principal acteur du maintien de la paix et de la sécurité internationale, fut rapidement débordée par la nouvelle ampleur de ces conflits. Le sort des soldats américains en Somalie en 1993 et les difficultés des soldats belges à l'occasion du génocide rwandais de 1994 provoquèrent ce qui est parfois qualifié de désengagement de l'ONU en Afrique. Or, le cadre normatif de l'organisation régionale africaine d'alors ne lui permettait pas de faire face aux conflits armés sur le continent. Les limites de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, en matière de maintien de la paix et de la sécurité étaient ainsi devenues criardes. Le professeur Christopher Mitchell dressait un tableau très accablant de lois dans le domaine du maintien de la paix. Il écrit notamment « It is probable that, of all the existing regional organizations, the one that has been the greatest disappointment a peacekeeper and peacemaker to its advocates and supporters is the Organization of African Unity. Over the last 20 years, at least, there have been many studies of the failure of the OAU as a continental peacemaker and many lamentations about its inability to advance the cause of peace in Africa. » Les principaux objectifs de l'OUA étaient la recherche de l'unité des États africains et la lutte contre le colonialisme et le néocolonialisme. Si les fondateurs de l'organisation étaient convaincus que maintenir des conditions de paix et de sécurité constituait une condition fondamentale pour parvenir à l'unité et la coopération sur le continent, ils avaient toutefois fait preuve d'un optimisme trop important, en pensant que les États africains parviendraient à régler leurs différends exclusivement par des voies pacifiques. L'article 19 de la Charte de l'OUA dispose à cet égard « Les États membres s'engagent à régler leurs différends par des voies pacifiques. » À cette fin, il crée une commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage. Parmi les principes de l'organisation, on retrouve d'ailleurs le règlement pacifique des différends par voie de négociation, de médiation, de conciliation ou d'arbitrage. Mais cet optimisme des États africains dut très rapidement céder, face à la réalité et aux conflits qui ont ravagé le continent depuis les indépendances de ces États. Si les conflits entre États ne furent pas nombreux, les conflits internes allaient prendre une autre ampleur, alors que l'OUA n'était nullement préparé pour le règlement des conflits armés.
l'UA tenta parfois de déployer des opérations de maintien de la paix sur le terrain, comme ce fut le cas avec la Force interafricaine de maintien de la paix au Tchad, FIA. Mais faute d'institutions compétentes dans le domaine du maintien de la paix, l'activité de l'organisation panafricaine ne put jamais remporter de véritable succès. Une première étape consista en 1993 à créer un organe compétent dans ce domaine, notamment le mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Mais les difficultés de l'UA dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité sur le continent ne pouvaient pas être réglées par la simple création de ce mécanisme. L'activité de l'UA était limitée, par les dispositions de sa charte et les principes régissant les relations interafricaines. En réalité, la création d'une nouvelle organisation apparaissait désormais comme étant la solution la plus viable. Aussi fut-il décidé, en 1999, de la création d'une nouvelle organisation, l'Union africaine (UA), dont les compétences et les institutions concourent à régler des conflits et intervenir à l'occasion de génocides et d'autres violations massives des droits de l'homme ou de droit international humanitaire. Mesmer Gueyou relève à cet égard que l'irruption de l'Union africaine et de son acte constitutif marque indéniablement le dépassement de cette philosophie attentiste et la métamorphose du système de sécurité collective régionale. Pour ce faire, l'Union africaine s'est également dotée d'une véritable architecture dans le domaine de la paix et de la sécurité. Au sommet de cette architecture se trouve un Conseil de paix et de sécurité, CPS, responsable du maintien de la paix et de la sécurité sur le continent. C'est le Conseil qui, conjointement avec le président de la Commission de l'Union africaine, CUA, autorise l'organisation et le déploiement des missions d'appui à la paix. Comme le prévoit son protocole, le Conseil de paix et de sécurité est appuyé par la Commission, un groupe des sages, ainsi que par un système continental d'alerte rapide, une force africaine prépositionnée et un fonds spécial, avec lesquels il forme ce qui est désormais désigné sous l'appellation Architecture africaine de paix et de sécurité, AAPS. Inspiré du système du Conseil de sécurité de l'ONU, le Conseil de paix et de sécurité coopère également avec ce dernier conformément au texte fondateur des deux organisations. Les rapports entre l'ONU et l'Union africaine sont basés sur le chapitre 8 de la Charte des Nations Unies, qui régit les rapports entre l'ONU et les organisations régionales aux fins du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Contrairement au pacte de la Société des Nations qui était caractérisé par une certaine réticence à l'égard des organisations régionales, la Charte a prévu une coopération très importante entre l'ONU et ces organisations. La Charte régit les rapports entre l'ONU et les organisations régionales aussi bien dans le domaine du règlement pacifique des différends qu'en matière coercitive. Par l'article 52 de la Charte, non seulement l'ONU reconnaît l'existence et la compétence des accords et organismes régionaux dans le cadre du règlement pacifique des différends, mais encourage également ses États membres à faire tous leurs efforts pour régler d'une manière pacifique, par le moyen des dits accords ou organismes, les différends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de sécurité. Le paragraphe 3 de cet article est d'ailleurs très intéressant en ce qu'il invite le Conseil de sécurité à encourager le développement du règlement pacifique des différends d'ordre local par le moyen de ces accords ou de ces organismes régionaux, soit sur l'initiative des États intéressés, soit sur renvoi du Conseil de sécurité. Si l'article 52 de la Charte règle les rapports entre l'ONU et les organisations régionales dans le cadre du règlement pacifique des différends, l'article 53 définit ces rapports dans le domaine de la coercition. Au terme de cette dernière disposition, les organisations régionales peuvent employer des mesures coercitives, soit sur l'initiative du Conseil de sécurité qui leur délègue une telle compétence, soit sur leur propre initiative et après avoir obtenu une autorisation du Conseil de sécurité en ce sens. De même, le cadre normatif de l'Union africaine prévoit une coopération entre celle-ci et l'Organisation des Nations Unies. Par l'article 17 du protocole relatif au CPS, l'Union africaine reconnaît non seulement la primauté du Conseil de sécurité en matière de paix et de sécurité internationale, mais également la nécessité pour le CPS de travailler en étroite coopération avec le Conseil de sécurité, conformément au chapitre 8 de la Charte de l'ONU.
Le continent se retrouve ainsi avec deux organisations dont l'objectif commun est de maintenir la paix et la sécurité, d'où l'intitulé de cet ouvrage, Maintien de la paix en Afrique par l'ONU et l'Union africaine. Il convient certainement, avant d'aller plus loin, d'apporter quelques définitions nécessaires à l'étude de ce sujet. Ensuite, il faudra présenter la problématique qui sera traitée tout au long de cette étude, ainsi que l'intérêt de celle-ci. Enfin, il nous reviendra de dire comment nous allons la traiter. 3. Présentation et définition du sujet. Il convient de définir un certain nombre de termes qui vont être utilisés tout au long de ce travail, et surtout la notion même du maintien de la paix. Qu'entend-on par maintien de la paix ? Quelle paix veut-on maintenir ? Signalons premièrement qu'il sera difficile de définir le maintien de la paix en dehors du cadre onusien. L'Union africaine, tout comme plusieurs autres organisations régionales, intervient dans le cadre d'une activité créée par l'ONU. C'est également l'Organisation universelle qui a établi les principes et les règles fondamentales de cette activité. Notre présentation du maintien de la paix en Afrique partira donc du système onusien, même si le travail porte sur le maintien de la paix par les deux organisations. La doctrine classique définissait la paix comme étant une absence de la guerre. Cette définition négative présente la paix comme une notion de seconde zone, c'est-à-dire ce qu'il y a quand l'élément principal, la guerre, est absent. Mais la recherche de la paix implique désormais l'interdiction du recours à la force dans les relations internationales, et repose également sur d'autres critères: le développement, le désarmement, l'équilibre économique, le respect des droits de l'homme. Cette définition témoigne de l'évolution qu'a connue la notion de paix en droit international au cours de ces dernières années. La paix est désormais un objectif de la société internationale et dépasse la simple absence de la guerre. Notre étude portant sur le maintien de la paix, nous trouvons capital d'apporter une définition précise à cette notion, plus particulièrement en raison de la confusion qui existe en langue française entre d'une part la notion du maintien de la paix, et d'autre part celle du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le maintien de la paix et de la sécurité internationale désigne le but que s'est fixé la communauté internationale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il vise à éviter que des différends ne dégénèrent en conflits armés, à convaincre des adversaires à se rendre à la table des négociations plutôt que de faire parler les armes, ou encore à faciliter le retour à la paix lorsque celle-ci a déjà été rompue. Pour aider les différents acteurs intervenant dans le domaine du maintien de la paix, le département des opérations de maintien de la paix, DOMP, et le département de l'appui aux missions, DAM, ont élaboré en 2008 un document servant de doctrine fondamentale du maintien de la paix. Ce document est connu sous l'appellation « Doctrine Capstone ». La doctrine Capstone divise le maintien de la paix et de la sécurité internationale en 5 principales activités: la prévention des conflits, le rétablissement de la paix, le maintien de la paix, l'imposition de la paix et la consolidation de la paix qui vont être présentées ci-dessous. La prévention des conflits est souvent confondue avec la diplomatie préventive dont parle M. Boutros-Ghali dans l'agenda pour la paix. Elle vise à éviter que des différends ne surgissent entre les parties, d'empêcher qu'un différend existant ne se transforme en conflit ouvert et si un conflit éclate, de faire en sorte qu'il s'étende le moins possible. Selon la doctrine Capstone, la prévention des conflits se base sur la mise en place de structures d'alerte rapide, la collecte de l'information et l'analyse soigneuse des moteurs du conflit. Ces activités comprennent entre autres les bons offices, le déploiement préventif ou la mise en œuvre de mesures de confiance. L'ancien secrétaire général, Kofi Annan, souligne que la prévention des conflits relève aussi bien de la communauté internationale que des gouvernants et leurs adversaires. Le rétablissement de la paix, selon la doctrine Capstone, concerne les conflits en cours et comprend des actions diplomatiques visant à amener les parties en conflit à un accord négocié. On en tire 2 éléments, le but et les moyens. Le but du rétablissement de la paix, c'est d'amener les parties à un conflit à conclure un accord. Les moyens sont diplomatiques. Le rétablissement de la paix trouve donc son fondement juridique dans le chapitre 6 de la Charte des Nations, chapitre sur le règlement pacifique des différends. Comme le souligne l'agenda pour la paix,
Le rétablissement de la paix vise à rapprocher des parties hostiles, essentiellement par des moyens pacifiques tels que ceux prévus au chapitre 6 de la Charte des Nations Unies. Le maintien de la paix qui constitue l'objet de cette étude trouve une définition plus avancée dans la doctrine Capstone comparée à celle que donnait le secrétaire général en 1992. Le département des opérations de maintien de la paix, DOMP, et le département de l'appui aux missions, définissent le maintien de la paix comme étant une technique conçue pour préserver la paix, aussi fragile soit-elle, une fois que les combats ont cessé et pour appuyer la mise en œuvre des accords facilités par ceux qui sont chargés du rétablissement de la paix. L'imposition de la paix trouve son fondement juridique dans le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. L'article 39 dispose que le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale. Les deux articles susmentionnés prévoient respectivement des sanctions économiques et l'usage de la force armée pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale. Selon la doctrine Capstone, l'imposition de la paix comprend l'application avec l'autorisation du Conseil de sécurité de mesures coercitives, y compris l'usage de la force militaire, pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale dans des situations où il a déterminé l'existence d'une menace à la paix, une violation de la paix ou un acte d'agression. L'agenda pour la paix avait traité la question de l'imposition de la paix dans la section 4 consacrée au rétablissement de la paix. L'imposition de la paix est alors considérée comme étant l'idée maîtresse sur laquelle repose la notion de sécurité collective. La notion de l'imposition de la paix permet de constater le chemin parcouru par la société internationale de la guerre vers la paix. Quant à la notion de consolidation de la paix, enfin, on peut dire à juste titre qu'elle a été introduite dans le système des Nations Unies par Boutros-Ghali. Alors que la déclaration présidentielle du Conseil de sécurité du 31 janvier 1992 l'invitait à élaborer une étude et des recommandations sur le moyen de renforcer la capacité de l'organisation dans les domaines de la diplomatie préventive, du maintien et du rétablissement de la paix, le secrétaire général dans son rapport dira « Le présent rapport s'étend en outre à la notion connexe de consolidation de la paix après les conflits, action menée en vue de définir et étayer les structures propres à raffermir la paix afin d'éviter une reprise des hostilités. » Mais la présente étude portant sur le maintien de la paix, nous ne nous intéresserons qu'à la dite activité. Toutefois, il est très important de comprendre les liens et différences existant entre elles et les autres activités définies plus haut. Les précisions qui viennent d'être apportées permettent également d'éviter, comme cela a déjà été souligné, la confusion existant en langue française entre d'une part, le maintien de la paix et de la sécurité internationale qui est un tout, et d'autre part le maintien de la paix qui ne constitue que l'une des 5 activités de la première. On ne peut cependant nier, comme nous le verrons dans le cadre de cette étude, les rapprochements qui se sont également opérés entre les 5 notions, ou encore l'évolution qu'a connue le maintien de la paix, intégrant ainsi plusieurs des tâches menées par les 4 autres composants. Le maintien de la paix a été inventé par l'ONU, à un moment où la guerre froide empêchait de recourir au système de sécurité collective prévu par la Charte. Alors que le Conseil de sécurité était bloqué par le double veto franco-britannique dans le cadre de la crise de Suez de 1956, rejetant ainsi les projets de résolution présentés par les États-Unis d'Amérique et l'URSS, l'Assemblée générale décida d'autoriser le déploiement de la Force d'urgence des Nations Unies, FUNU. La force était dépourvue de tout pouvoir coercitif, mais pouvait s'interposer entre les belligérants. De même, aucune partie n'était condamnée. Ce qui a conduit le secrétaire général, dans son rapport du 9 octobre 1958 à en tirer un certain nombre de principes, dont les 3 principaux sont le consentement des parties au conflit, la neutralité ou l'impartialité et le non-usage de la force sauf en cas de légitime défense ou de défense du mandat. Ces 3 principes constituent aujourd'hui la boussole du maintien de la paix. En réalité, le rapport du secrétaire général du 9 octobre 1958 mentionne également d'autres principes, comme la liberté de mouvement dans la zone d'opération,
le principe selon lequel l'opération déployée ne devrait pas servir à imposer une solution politique au conflit est le principe de loyalisme des forces de maintien de la paix envers l'ONU. Mais la doctrine ne retient généralement que les 3 premiers principes évoqués. Cette pratique est également observée avec les documents officiels de l'ONU, sans que les autres principes soient cependant remis en cause. Le rapport Brahimi sur les opérations de maintien de la paix a apporté une nouvelle dynamique à ces 3 principes sans toutefois les désavouer. Les développements ci-dessus permettent de comprendre que le maintien de la paix n'avait initialement pas été prévu par la charte. Dans ce contexte, on pourrait s'interroger sur le fondement juridique de cette activité. Pour l'ancien secrétaire général d'Aga Marskjold, à qui l'on doit les premières OMP, celles-ci trouvent leur fondement juridique dans un chapitre 6,5 de la charte. Cette idée trouve sa justification dans le fait qu'on retrouve dans le maintien de la paix une part du chapitre 6, mais aussi une part du chapitre 7. De manière simple, on pourra retenir par exemple le fait que le maintien de la paix fait usage de la force armée, que ce soit pour la légitime défense des soldats de la paix ou de la défense du mandat de la mission. L'usage de la force armée relevant du chapitre 7, on pourrait classer l'activité dans ce chapitre. Toutefois, alors que le chapitre 7 concerne des mesures coercitives, le maintien de la paix lui repose sur le principe du consentement des parties au conflit. Or ce principe ne se situe pas dans l'esprit du chapitre 7, mais du chapitre 6. En plus, le maintien de paix a pour objet d'aider les parties à trouver une solution négociée et non d'imposer quoi que ce soit à l'une d'entre elles. Le déploiement des opérations de maintien de la paix ne trouvant pas son fondement juridique dans une disposition expresse de la charte, on peut simplement retenir que ces opérations sont nées de la pratique de l'ONU. Qu'ils soient menés par l'ONU, l'Union africaine ou conjointement par les 2 organisations, le maintien de la paix consiste en un déploiement sur un territoire en conflit d'une opération, appelée Opération de maintien de la paix, OMP, régulièrement acceptée par les principales parties au conflit et composée de personnel militaire, de police, voire civil, en vue de favoriser le retour à un état de paix. Si les Nations Unies utilisent le terme Opération de maintien de la paix pour désigner ces déploiements, l'Union africaine préfère, elle, utiliser le terme d'Opération d'appui à la paix, OAP. Ce concept d'opération d'appui à la paix offre à l'Union une plus grande marge de manœuvre quant aux règles d'engagement des opérations pour l'usage de la force, permettant ainsi à l'UA de ne pas se restreindre à des règles telles que celles qui ont limité l'action de la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, MINUAR. Toutefois, il nous arrivera parfois, dans le cadre de ce travail, d'utiliser le terme opération de maintien de la paix, pour désigner les opérations déployées par les 2 organisations. Il convient certainement de présenter dès à présent l'orientation de cette étude. 2. Intérêt du sujet et problématique. Si plusieurs études ont été menées sur des sujets très proches d'une autre, l'originalité de la présente recherche porte sur le fait qu'elle veut aborder la question du maintien de la paix en Afrique par les 2 organisations sous la problématique de l'efficacité. L'étude présente par ailleurs un intérêt aussi bien théorique que pratique. Dans sa dimension théorique, elle permet notamment de conceptualiser certaines pratiques adoptées par l'Union africaine dans le cadre du maintien de la paix en Afrique. Notre travail apportera une certaine contribution dans ce cadre pour une meilleure compréhension du maintien de la paix par l'ONU et l'Union africaine. Ce travail permet également d'étudier un certain nombre de questions liées à la coopération de ces 2 organisations pour le maintien de la paix en Afrique. Il en ainsi par exemple du système de financement des opérations d'appui à la paix de l'Union africaine par l'ONU. Ce système n'a pas été suffisamment étudié en doctrine, et certains auteurs ont d'ailleurs estimé qu'il n'était pas conforme à la charte de l'ONU. Sur la question du financement des OMP de l'ONU elle-même, Léopold Niabeyeux écrivait récemment « Le financement des opérations de maintien de la paix n'a pas fait l'objet d'un large débat de la part de la doctrine. Peu d'auteurs s'y sont intéressés. Ce constat est encore plus important quand il s'agit du financement des OAP de l'UA par l'Organisation universelle. Ainsi, notre travail permet d'étudier théoriquement une question qui jusque-là semblait être réservée exclusivement à des diplomates et à des leaders politiques. Mais l'intérêt de l'étude a également une dimension pratique,
dans la mesure où l'Afrique est le continent le plus touché par les conflits armés, et corrélativement, c'est également celui sur lequel se déroulent la plupart des OMP. Pour le seul compte des Nations Unies, sur les 16 opérations de maintien de la paix en cours, 9 d'entre elles sont déployées en Afrique. À ces 9 missions de l'ONU, il convient d'ajouter les 3 missions menées exclusivement par l'Union africaine en Somalie, en République centrafricaine, mais aussi son opération contre l'armée de résistance du Seigneur, LRA, de l'anglais Lord's Army Resistance. Or, comme le reconnaissent les dirigeants des États africains, aucun facteur n'a autant contribué au déclin socio-économique du continent et aux souffrances des populations civiles que le fléau des conflits au sein de nos États et entre nos États. Pour régler ce problème et tenter d'apporter une paix au continent africain, paix sans laquelle tout développement socio-économique est impossible, l'ONU et l'Union africaine joignent leurs compétences. Cette coopération s'avère nécessaire dans la mesure où, si l'Union africaine a une grande volonté et une grande ambition quant au règlement des conflits en Afrique, elle ne dispose pas toujours des moyens nécessaires pour y parvenir. À l'inverse, alors que l'ONU dispose certainement des moyens nécessaires à cet effet, l'expérience, et notamment celle des années 90, a montré qu'elle n'avait pas toujours une volonté suffisante. Il lui manque également cette connaissance du terrain dont dispose l'Union africaine, en raison de sa proximité avec les pays en conflit. La coopération entre les deux organisations leur permet alors de joindre leurs avantages comparatifs, travaillant dans une certaine complémentarité pour un meilleur règlement des conflits sur le continent. L'étude sur le maintien de la paix par l'ONU et l'Union africaine peut donc s'imposer d'elle-même au regard de ce qui précède. Comme cette étude sera abordée sous l'angle de l'efficacité, il convient d'apporter quelques précisions sur la notion de l'efficacité en droit ou de l'efficacité normative, selon les termes du professeur Frédéric Rouvillois. Comme l'ont noté un certain nombre d'auteurs, la notion d'efficacité est peu familière aux juristes, beaucoup plus accoutumée à celle de l'effectivité. Le professeur F. Rouvillois souligne par exemple que l'efficacité normative est une notion complexe et assez peu familière aux juristes. Dans le même document, il remarque également que le terme même d'efficacité demeure du reste absent des dictionnaires juridiques, y compris les plus récents, avant de souligner que cette indifférence n'est désormais plus tenable. Dans le cadre d'un travail collectif, il notait également « Il ne suffit pas. Il ne suffit plus qu'une règle soit légitime, juste, ni qu'elle ait été adoptée dans les formes juridiquement requises par les autorités compétentes. Il faut encore qu'elle soit efficace. » Il estime finalement « Aujourd'hui, l'efficacité est devenue un impératif et un enjeu majeur qui devrait conduire, à terme, à repenser et à réformer les modes de production des règles. » En réalité, et comme le relève le dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, le terme efficacité est désormais bien implanté dans la théorie générale du droit et dans la dogmatique juridique occidentale. Mathilde Boutonnet note que cela ne surprend pas que l'efficacité constitue aujourd'hui un référent à la mode de toute relation d'ordre juridique. Le dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit définit l'efficacité comme étant le mode d'appréciation des conséquences des normes juridiques et de leur adéquation aux fins qu'elles visent. Le professeur Gilles J. Martin souligne que pour le système juridique, l'efficacité se mesurera à la capacité du régime mis en place à régler les conflits d'une manière socialement acceptable, en prenant en considération les divers objectifs affichés. Dans le même sens, le professeur Jacqueline Moranddeveiller écrit à propos de l'efficacité juridique qu'il s'agit de s'interroger pour savoir si les modalités d'exécution sont bien adaptées aux fins poursuivies. Plus particulièrement sur les organisations internationales, Laurence Dubin et Marie-Clotilde Runavo relèvent que l'efficacité d'une organisation interroge sa capacité à remplir les fins pour lesquelles elle a été instituée. Tous ces écrits permettent de penser l'efficacité en termes d'adéquation entre d'une part, des objectifs préalablement identifiés et d'autre part les moyens mis en œuvre pour les atteindre, ainsi que les résultats finalement obtenus. S'interroger sur l'efficacité du maintien de la paix en Afrique par l'ONU et l'Union africaine revient donc à se demander d'une part si les opérations de maintien de la paix, lorsqu'elles sont déployées, atteignent les objectifs pour lesquels elles le sont,
et d'autre part si la pratique actuelle du maintien de la paix par ces deux organisations correspond aux buts et objectifs qui sont les leurs. Ce qui amène d'abord à s'interroger sur les buts et objectifs en question. Pour une OMP prise de façon isolée, les objectifs à atteindre sont plus facilement identifiables, en ce qu'ils figurent dans le mandat donné à l'opération par l'organisation qui autorise son déploiement. Pour le maintien de la paix, un petit rappel peut être utile. Même s'il n'est pas expressément prévu par la charte de l'ONU, le maintien de la paix appartient au grand ensemble connu sous l'appellation « maintien de la paix et de la sécurité internationale », qui lui est prévu par la charte, et dont le but est de préserver les générations futures du fléau de la guerre. L'objectif du maintien de la paix et de la sécurité internationale est donc de mettre définitivement un terme aux conflits armés. Si le maintien de la paix, qui n'est qu'une des 5 composantes de ce grand ensemble, ne peut pas à lui seul atteindre ce but, il peut toutefois y contribuer grandement, d'autant plus que des 5 activités décrites plus haut, le maintien de la paix est la plus exercée, et notamment en Afrique. En d'autres termes, se demander si le maintien de la paix en Afrique par l'ONU et l'Union africaine est efficace revient donc à se demander d'une part si les OMP déployés par ces deux organisations disposent des moyens adéquats pour atteindre les buts et objectifs fixés dans leur mandat, et d'autre part si la pratique actuelle du maintien de la paix sur le continent par ces deux organisations contribue à mettre définitivement un terme au conflit. Mais notre étude ne se limite pas à se poser la question de savoir si le maintien de la paix par l'ONU et l'Union africaine est efficace. Elle vise également à examiner comment les deux organisations œuvrent pour faire en sorte qu'ils le deviennent. En réalité, il s'agit de la question qui sera réellement traitée tout au long de cette étude, d'autant plus que, au moment où nous démarrions cette étude en décembre 2009, l'Union africaine, l'ONU, ainsi que les États membres de l'ONU réclamaient également cette efficacité du maintien de la paix, et en particulier du maintien de la paix en Afrique par l'ONU et l'Union africaine. Sur la base du rapport Prodi, sur les modalités d'appui des opérations de maintien de la paix de l'Union africaine, les États membres de l'ONU avaient tous exprimé la nécessité d'une meilleure efficacité du maintien de la paix et des opérations d'appui à la paix de l'Union africaine. Saisis du rapport Prodi, les intervenants au débat public du Conseil de sécurité avaient jugé important de porter leur communication sur l'efficacité du maintien de la paix en Afrique par l'ONU et l'Union africaine. Ainsi, le secrétaire général note d'abord que le rapport Prodi propose des pistes permettant de mettre en place un partenariat plus efficace. Il poursuit en soulignant que le développement de l'architecture africaine de paix et de sécurité est déterminant pour compter sur une approche à long terme efficace en matière de prévention et de règlement des conflits, et exige un appui de la part de l'ONU. De son côté, le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine estime que la question de l'appui aux OAP se situe désormais au cœur de la problématique du renforcement de l'efficacité des opérations de maintien de la paix dans notre continent et à travers le monde, et ouvre des perspectives prometteuses à une efficacité plus grande de l'Union africaine. Appelant également à une grande efficacité du maintien de la paix en Afrique par l'ONU et l'Union africaine, le représentant ougandais avait estimé que la viabilité et l'efficacité du maintien de la paix en Afrique seront considérablement renforcées s'il existe une coopération et une coordination plus étroite entre l'ONU et l'Union africaine. Allant également dans le même sens, le représentant croate relevait « Nous soulignons l'importance du renforcement des capacités pour améliorer l'efficacité de l'Union africaine dans l'exécution des tâches que s'est fixée l'organisation en matière de prévention, de gestion et de règlement des conflits. » Il sera difficile de citer tous les intervenants à ce débat public. L'on retient toutefois qu'ils ont tous intercédé pour l'efficacité du maintien de la paix en Afrique par l'ONU et l'Union africaine. 3 mois après cette réunion de haut niveau, à l'initiative de la Turquie qui estimait que les Nations Unies avaient engagé un processus global visant à renforcer l'efficacité des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, le Conseil organisa un second débat, le 21 juin 2009, portant cette fois sur l'efficacité des OMP de l'ONU elle-même, y compris en Afrique. Le président du Conseil de sécurité rappelait alors que dans le document de préparation du travail,
nous avons mis l'accent sur la nécessité de maintenir l'efficacité des opérations de maintien de la paix des Nations Unies en tant qu'outil essentiel pour les efforts de paix des Nations Unies, et des efforts de réforme en cours pour surmonter les obstacles auxquels elle doit faire face. De même, tous les intervenants à ce débat ont souligné combien il importait d'approfondir la réflexion sur la question de l'efficacité du maintien de la paix. Ces réflexions sur l'efficacité du maintien de la paix en Afrique par l'ONU et l'Union africaine, entamées au Conseil de sécurité, ont largement influencé l'orientation de cette étude. Toutefois, celle-ci se détache complètement des discours prononcés par les États lors de ces débats pour aborder la question de l'efficacité du maintien en Afrique par l'ONU et l'Union africaine sous une approche et une méthodologie universitaire. 3. Méthodologie et plan. Notre travail s'inscrit dans le cadre du droit international public. Or, toute étude de droit s'inscrit dans une méthode bien définie. Lorsqu'un problème juridique est posé, le juge, l'avocat, le juriste d'entreprise ou le juriste d'université n'y répondent pas nécessairement selon la même méthode. Ceci pose une première distinction entre la méthodologie de la recherche, la méthodologie de l'élaboration du droit, et la méthodologie de l'application du droit. Ce travail étant mené dans un cadre universitaire, c'est la première de ces trois méthodologies qui sera retenue. Dans un deuxième temps, au sein de la méthodologie de recherche, selon la science du droit choisie, on peut encore se retrouver face à différentes méthodes. Le professeur Aucorten présente essentiellement 4 sciences du droit utilisées dans la doctrine francophone, à savoir la technique juridique ou la dogmatique juridique, la théorie du droit, la philosophie du droit et la sociologie du droit. Dans un premier temps, la technique du droit sera ici retenue, en ce que cette étude vise à examiner les règles et mécanismes mis en place par l'ONU et l'Union africaine pour rendre le maintien de la paix efficace. La technique du droit vise en effet à déterminer le contenu des règles et mécanismes juridiques, à partir de la prise en compte des sources formelles du droit international positif. Ceci justifie notamment la forte présence des actes juridiques des deux organisations, parfois au détriment de la doctrine qui ne prendra pas alors souvent la première place, excluant ainsi une approche sous l'angle de la théorie du droit. À l'inverse, une grande place sera accordée à l'analyse des résolutions, communiqués, déclarations, rapports et tout autre document officiel de l'ONU ou de l'Union africaine. Mais la technique juridique ne sera certainement pas la seule méthode utilisée. Voulant apprécier l'efficacité du maintien de la paix en Afrique par les deux organisations, il sera difficile de complètement ignorer la sociologie du droit dont l'objet consiste à confronter des règles juridiques ou des concepts de droit international à la réalité sociale existante. Plusieurs règles et mécanismes du maintien de la paix pratiqués en Afrique par l'ONU et l'Union africaine ayant été adoptés pour faire face à un constat social, l'approche de la sociologie du droit trouve alors également une place de choix dans cette étude. Cette méthode interpellant parfois des théories de relations internationales, il ne sera pas étonnant de voir une certaine influence de l'approche des relations internationales dans nos analyses. Mais cette intrusion des relations internationales, si intrusion il y a, se justifie également par la nature même de l'activité étudiée. L'étude du maintien de la paix est généralement plus confiée à des entités politiques plutôt qu'à la branche juridique. Ce constat se vérifie très bien dans le système des Nations Unies. L'Assemblée générale de l'ONU par exemple fonctionne avec 6 grandes commissions. Alors que c'est la 6e commission de l'Assemblée qui étudie les questions juridiques, le maintien de la paix est confié à la 4e commission qui étudie les questions de politique spéciale et de la décolonisation. Cette division est confirmée au sein du secrétariat. Le maintien de la paix n'a pas été confié au département des affaires juridiques, mais au département des affaires politiques, avant la création en 1992 du département des opérations de maintien de la paix, DOMP, en raison du débordement du premier. Or, comme le relève Milan SAHOVIC, il est toujours difficile aux juristes de traiter les questions dont les réponses ne dépendent pas exclusivement de l'analyse de leurs aspects juridiques. Abbé Featherstone avait d'ailleurs noté que le maintien de la paix n'était pas souvent suffisamment théorisé, et que lorsqu'il l'était, cela ne venait pas nécessairement de l'œuvre des juristes. Cette étude ne s'inscrit pas dans le cadre d'une méthodologie comparatiste,
visant à comparer le maintien de la paix de l'Union africaine à celui de l'ONU. Bien au contraire, il s'agit d'examiner l'action des deux organisations dans le cadre d'une coopération. Ainsi, les opérations de maintien de la paix qui seront étudiées ici sont celles qui vont effectivement dans le sens de la coopération et ce, quelle que soit la forme et le degré de coopération. De même, la démarche casuistique des opérations de maintien de la paix, sans être complètement rejetée, n'a pas été privilégiée. L'étude d'une OMP particulière ne pourra être menée que pour soutenir une hypothèse scientifique, et non dans la perspective d'une analyse systématique de toutes ces opérations de maintien de la paix. Ayant ainsi présenté la méthodologie à l'aide de laquelle l'étude sera traitée, il convient maintenant d'en présenter le plan. Cette étude tente à montrer que si le maintien de la paix mené en Afrique par l'ONU et l'Union africaine n'est pas encore complètement efficace, les deux organisations œuvrent tout de même en ce sens. En d'autres termes, l'ONU et l'Union africaine œuvrent à rendre le maintien de la paix efficace en Afrique. Comment s'y prennent-elles ? La question demande en réalité que soient identifiés les obstacles à cette efficacité, mais également les règles et mécanismes mis en place par les deux organisations pour les surmonter et renverser la tendance. Il convient d'abord de relever que deux organisations ne peuvent pas œuvrer efficacement sur un même terrain sans définir leurs compétences respectives, et empêcher ainsi que leurs tâches ne s'enchevauchent continuellement. Mais leurs compétences étant parfois les mêmes, sur un même terrain, c'est plutôt une coopération soutenue qu'il faudrait certainement rechercher pour être efficace. Par ailleurs, il est établi que malgré sa forte volonté et son ambition dans le domaine du maintien de la paix en Afrique, l'Union africaine ne dispose pas de moyens suffisants pour y parvenir de façon efficace. Les difficultés de l'Union africaine se vérifient aussi bien quant à ses institutions, qu'en ce qui concerne ses capacités financières. La coopération en vue de l'efficacité voudrait alors que l'ONU qui dispose de ces moyens puisse alors souvent venir en aide à l'organisation africaine en ce sens. Il convient certainement de noter également ici que l'Union africaine coordonnant les activités de maintien de la paix des organisations sous-régionales, ces dernières seront souvent présentes dans le cadre de cette étude. Enfin, les opérations de maintien de la paix peuvent elles-mêmes présenter quelques faiblesses, conduisant ainsi l'ONU et l'Union africaine à étudier les modalités de leur renforcement en vue d'une meilleure efficacité. Les obstacles ci-dessus énumérés conduisent à s'intéresser aussi bien à l'aspect institutionnel qu'à l'aspect matériel du maintien de la paix en Afrique. Sur un plan institutionnel, il s'agira de présenter les organes tant de l'ONU que de l'UA effectivement créés pour assurer le maintien de la paix, ainsi que la coopération existant entre ces organes. Pour l'aspect matériel, ce sont les modalités particulières de mise en œuvre du maintien de la paix qui seront abordées. L'étude de ce deuxième aspect sera ainsi menée dans le cadre des opérations de maintien de la paix effectivement déployées en Afrique par les deux organisations, ou par l'une d'entre elles bénéficiant de l'appui de l'autre. Ce qui conduit à diviser la présente étude en deux parties. Une première partie portera sur l'étude de l'efficacité des institutions de maintien de la paix de l'ONU et de l'Union africaine. La deuxième partie se concentrera sur l'analyse de l'efficacité des opérations de maintien de la paix menées par ces deux organisations en Afrique. Première partie. L'efficacité des institutions de maintien de la paix de l'ONU et de l'Union africaine. L'efficacité du maintien de la paix par l'ONU et l'Union africaine passe premièrement par un renforcement des institutions qui la mènent. Si l'ONU dispose d'institutions adéquates pour mener des opérations de maintien de la paix en Afrique, on ne peut pas toujours en dire autant de l'Union africaine. Ceci ne signifie pas que l'Union n'a pas développé une infrastructure institutionnelle pour intervenir dans le cadre du maintien de la paix. En effet, la transformation de l'Organisation de l'Unité africaine en une Union africaine relevait déjà de la volonté des dirigeants africains de se doter de capacités institutionnelles importantes pour intervenir dans des questions de paix et sécurité sur le continent. La création de l'architecture africaine de paix et de sécurité en est une parfaite preuve. La principale question au niveau de l'Union africaine concerne beaucoup plus l'effectivité ou l'opérationnalisation des institutions ainsi créées. À titre d'exemple, la Force africaine en attente, FAA,
qui doit faciliter la capacité du Conseil de paix et de sécurité à déployer ses opérations d'appui à la paix, devait être opérationnel depuis 2010. À ce jour, toutes ces composantes ne le sont pas encore. Mais le renforcement de capacité de maintien de la paix de l'ONU et de l'Union africaine ne concerne pas exclusivement les capacités institutionnelles de l'Union africaine. Les deux organisations intervenant souvent ensemble, il convient également de renforcer ou d'améliorer les mécanismes de leur coopération. Alors que la Société des Nations n'offrait pas un cadre adéquat pour les relations entre elle-même et les organisations régionales, la Charte de l'ONU institue un cadre déjà plus poussé pour de tels rapports. Toutefois, la guerre froide avait affaibli la possibilité pour le Conseil de sécurité de recourir au chapitre 8 de la Charte. Mais à partir de la fin de la guerre froide, un nouveau contexte était à nouveau apparu, favorisant les rapports entre l'ONU et les organisations régionales. L'Union africaine, qui allait être créée une décennie après la fin de la guerre froide, s'inscrit nécessairement dans le cadre retrouvé des rapports entre l'ONU et les organisations régionales. Par ailleurs, profitant de la fin de la guerre froide, le secrétaire général Boutros-Ghali avait alors saisi l'occasion pour amener l'ONU à améliorer ses rapports en créant des formes de coopération entre l'ONU et les organisations régionales. Plus particulièrement, en 2006, sous l'impulsion de l'Assemblée générale des Nations unies, les deux secrétaires généraux respectifs de l'ONU et de l'Union africaine conclurent un accord portant renforcement de capacités entre l'ONU et l'Union africaine. Les rapports entre l'ONU et l'Union africaine apparaissent ainsi comme étant plus avancés que ceux que l'Organisation universelle entretient avec d'autres organisations régionales, du moins dans le domaine du maintien de la paix. Peut-on conclure à partir de là que tout est désormais réglé dans la coopération que mènent les deux organisations en faveur de la paix en Afrique? En réalité, il n'en est pas ainsi. La divergence de points de vue pouvant parfois entraîner des conséquences négatives importantes sur le maintien de la paix que les deux organisations mènent en Afrique, il apparaît très important pour les deux organisations de renforcer leur coopération dans le domaine du maintien de la paix si elles veulent parvenir à une certaine efficacité dans ce domaine. Pour régler toutes ces questions sur les capacités institutionnelles de maintien de la paix, cette partie va porter sur deux titres. Le premier sur la coopération entre l'Union africaine et l'ONU, titre 1. Le deuxième sur l'action des deux organisations en vue du renforcement de capacités institutionnelles de l'Union africaine, titre 2. Titre 1. Coopération entre l'Union africaine et l'ONU en matière de maintien de la paix. La coopération entre l'ONU et l'Union africaine découle du chapitre 8 de la Charte des Nations unies, qui consacre de façon générale les rapports entre l'ONU et les organisations régionales, aux fins du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ce chapitre 8 constitue une grande avancée, comparé aux articles 20 et 21 du Pacte de la Société des Nations. Mais, à bien y regarder, le chapitre 8 de la Charte prévoit une préférence des organisations régionales sur l'organisation universelle dans le cadre du Règlement pacifique des conflits article 52, une utilisation des organisations régionales par le Conseil de sécurité article 53 et une obligation pour les organisations régionales d'informer le Conseil de sécurité lorsque ces dernières veulent intervenir dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationale, article 54. Il ne prévoit donc pas expressément une coopération, où l'ONU et une organisation régionale travailleraient ensemble comme c'est le cas au Darfour entre l'Organisation universelle et l'UA. Toutefois, il convient de reconnaître que si la Charte ne prévoit pas une telle coopération, elle ne l'interdit pas non plus. Ainsi, près d'un demi-siècle après l'adoption de la Charte, et suite à la fin de la guerre froide, le secrétaire général de l'organisation soumettait à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité deux rapports dans lesquels il défendait, entre autres, l'idée d'un renforcement de la coopération entre l'ONU et les organisations régionales, de même qu'il précisait les formes de coopération qu'elles pouvaient avoir. Dans le cadre plus spécifique de la coopération entre les Nations unies et l'Union africaine, la déclaration de 2006 signée par les deux secrétaires généraux, évoquée ci-dessus, vint également apporter quelques précisions. Les rapports entre les deux organisations ont connu quelques difficultés ces dernières années dans deux affaires.
l'affaire relative au mandat d'arrêt du président El-Béchir, et celle de l'intervention de l'OTAN en Libye. Avoir des positions contradictoires sur des situations qu'elles règlent ensemble peut parfois affaiblir l'efficacité des deux organisations. Le renforcement de la coopération permet donc d'harmoniser au mieux la conception que l'une et l'autre ont du règlement d'un conflit, et de parvenir ainsi à une plus grande cohérence. L'autre question sera alors de savoir comment s'opère une telle coopération. Ce titre sera donc divisé en 2 chapitres, dont le premier examinera la question des rapports entre les organes chargés de coopération à l'ONU et à l'Union africaine, chapitre 1, et le deuxième sur les formes de cette coopération, chapitre 2. Chapitre 1. Les rapports entre les organes chargés du maintien de la paix en Afrique. La coopération entre l'Union africaine et l'ONU aux fins du maintien de la paix en Afrique exige d'identifier au sein de chacune des deux organisations quels organes interviennent dans ce domaine, quel est le rôle de chacun d'entre eux et comment œuvrent-ils pour assurer une cohérence de l'action globale entreprise. Au terme de la Charte des Nations Unies, c'est au Conseil de sécurité que les États membres de l'organisation confèrent la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. La Charte reconnaît toutefois également à l'Assemblée générale certaines compétences sur les questions de paix et de sécurité internationale. Sans avoir un véritable pouvoir de décision, le rôle du secrétariat est lui aussi plus qu'important pour le maintien de la paix. C'est lui qui assure l'exécution de toutes les missions déployées, et qui en fait préalablement l'évaluation. En ce qui concerne l'Union africaine, sa création même résulte en grande partie de la volonté des acteurs africains de mieux intervenir dans les questions de paix et de sécurité sur le continent. C'est ainsi que l'une des grandes innovations de cette organisation, comparée à son prédécesseur, l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, réside dans la création d'un organe permanent de prévention, de gestion et de règlement de conflits. Le Conseil de paix et de sécurité, CPS, va alors assurer la responsabilité principale des questions de paix et de sécurité que l'Union entreprend sur le continent, favorisant une réaction rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en Afrique. Le Conseil est assisté par toute une architecture africaine de paix et sécurité, AAPS, composée de 5 autres organes, parmi lesquels la Commission de l'Union africaine, CUA. La Commission assure le secrétariat de l'Union, et constitue donc l'équivalent du secrétariat des Nations Unies. En ce qui concerne la conférence des chefs d'État et de gouvernement, elle joue un rôle important dans les questions de paix et sécurité sur le continent, mais l'acte constitutif ne semble pas lui donner un rôle spécifique dans le maintien de la paix. Cet organe ne sera donc pas étudié dans les développements qui vont suivre. Tous ces organes, aussi bien onusiens qu'africains, interviennent pour un même objectif, mettre un terme aux conflits armés, notamment ceux qui ruinent actuellement le continent africain. Le problème pourrait alors se poser sur leur capacité à œuvrer non seulement ensemble, mais aussi de façon cohérente, quand on sait combien différents sont leurs sensibilités, leurs moyens et parfois leurs techniques. Que faire lorsque de grandes divergences interviennent dans la vision qu'ont les uns et les autres d'une même situation ou d'un même conflit ? Comment améliorer la coopération existante entre les intervenants de chacune des deux organisations ? Ainsi nous examinerons premièrement les compétences respectives du Conseil de sécurité de l'ONU et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, ainsi que les rapports existants entre ces deux organes décisionnels, section 1. Dans un deuxième temps, il s'agira des rapports entre le secrétariat et la Commission de l'Union africaine qui assurent non seulement l'exécution mais aussi l'analyse préalable des décisions des deux conseils. Le rôle de l'Assemblée générale reste lui aussi très important dans le maintien de la paix par les deux organisations en Afrique, section 2. Section 1. Les compétences respectives du Conseil de sécurité de l'ONU et du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Les rapports entre le Conseil de sécurité et le Conseil de paix et de sécurité s'inscrivent bien évidemment dans le cadre de ceux existant entre les deux organisations, dont ils sont les organes décisionnels respectifs en matière de paix et de sécurité, l'Organisation des Nations Unies et l'Union africaine. En vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale.
En commentant l'article 24 de la Charte par lequel les États membres de l'organisation confèrent cette responsabilité principale au Conseil, le professeur René Denis Segui a mené la comparaison entre le Conseil de sécurité et un autre organe des Nations Unies, l'Assemblée générale. Mais la question peut également se poser quand il s'agit des rapports entre le Conseil de sécurité et des organes de décision d'autres organisations internationales telles que les organisations régionales. Tous les États membres de l'Union africaine étant également membres de l'ONU, ils ont donc reconnu au Conseil de sécurité cette compétence principale en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Quelle relation le Conseil va-t-il alors entretenir avec son homologue régional, le Conseil de paix et de sécurité CPS, de l'UA? Comment le CPS va-t-il exercer les compétences que lui reconnaît le chapitre 8 de la Charte de l'Organisation universelle? Pour parvenir à une meilleure cohérence entre les deux organes, le principe de complémentarité entre l'Union africaine et l'ONU devrait conduire non seulement à reconnaître la compétence principale du Conseil de sécurité, 1, mais aussi à suffisamment considérer les points de vue du CPS, 2. Paragraphe 1. La responsabilité principale du Conseil de sécurité dans ses rapports avec le Conseil de paix et de sécurité. La préparation du sommet du 12 janvier 2012 sur le renforcement des relations entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales, en particulier l'Union africaine, aux fins du maintien de la paix et de la sécurité internationale, et les négociations sur la résolution adoptée à l'issue de ce débat, ont montré un petit conflit sur les rôles et compétences respectifs des deux conseils. Elles ont également rappelé la nécessité de donner une définition plus claire des tâches de chacun de ces organes. Elles avaient en arrière-plan le règlement contesté du conflit libyen. Toutefois, tous les intervenants, y compris le président Jacob Zuma de l'Afrique du Sud qui présidait le débat, ont reconnu une fois de plus que la Charte confère au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. La compétence principale du Conseil de sécurité en matière de paix et sécurité découle de la Charte A et entraîne des implications pour l'action du CPS B. A. Fondement de la compétence principale du Conseil de sécurité en matière de paix et sécurité. Confier la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale au Conseil de sécurité découle de la volonté d'éviter les erreurs connues sous la Société des Nations. 1. La compétence du Conseil de sécurité à l'égard des États africains en tant que membres des deux organisations. L'article 24.1 de la Charte dispose. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'organisation, ses membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale, et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de sécurité agit en leur nom. Cette compétence, comme le soulignait le président Zuma, concerne aussi le continent africain. Même si la plupart des États africains n'existaient pas encore au moment de la création de l'ONU, ils ont quand même consenti à cette compétence du Conseil en devenant membres de l'organisation. Que doit-on entendre par l'expression « responsabilité principale » par rapport au CPS ? Comme souligné plus haut, même si le professeur René Denis Segui n'a pas abordé cette question dans son commentaire de l'article 24 de la Charte de l'ONU, la question du rôle du Conseil face aux organisations régionales a tout son intérêt, comme en témoigne le chapitre 8, et même les discussions de Dumbarton Oaks l'avaient déjà considéré. Mais la comparaison entre le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale permet déjà de remarquer que le terme « principal », qui qualifie la responsabilité du Conseil, ne fait pas référence à une exclusivité de celui-ci. Bien au contraire, on y voit une idée d'autres organes intervenant dans le maintien de la paix, tout au moins de façon accessoire. La primauté du Conseil est effective dans le processus du maintien de la paix. Selon la Charte, c'est lui qui fait le constat d'une situation entrant dans le cadre de ses compétences et c'est également lui qui décide de l'action à prendre. L'article 39 se lit comme suit. Le Conseil de sécurité constate l'existence d'une menace contre la paix,
d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression et fait les recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale. Le constat : sous la Société des Nations, il existait un système quasi anarchique en ce qui concerne la constatation d'une situation contre la paix. L'article 16 du pacte de cette organisation ne prévoyait pas de mécanisme semblable au pouvoir de constatation dont dispose le Conseil de sécurité. Bien au contraire, il reconnaissait aux États le droit de déterminer par eux-mêmes la violation de la paix. On y lit au paragraphe 1er, si un membre de la société recourt à la guerre, contrairement aux engagements pris aux articles 12, 13 ou 15, il est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres membres de la société. Dit de cette façon, on peut encore avoir des doutes sur le fait que cette disposition reconnaît aux membres de la société le droit de constater, par eux-mêmes et de façon souveraine, une violation à la paix. Mais la résolution numéro 4 du 4 octobre 1921 permet d'écarter tout doute à cet effet. Puisqu'elle dispose clairement: il appartient aux différents membres de la société de déterminer s'il y a eu rupture du pacte. Cette appréciation individuelle, et quasiment unilatérale, crée effectivement une anarchie, et un cadre propice à l'incohérence de la qualification internationale. Certains États peuvent dans ce contexte estimer qu'un État a rompu le pacte quand d'autres prennent une position contraire. Les rédacteurs de la Charte des Nations Unies ont bien évidemment tiré leçon de cette maladresse. Le pacte avait une vision très poussée de la souveraineté des États membres, et il n'était certainement pas question dans cet état d'esprit de laisser le pouvoir de constatation au Conseil. Or l'article 24 de la Charte des Nations Unies présente une nette distinction et un écart avec cette conception. Cet article procède à un véritable transfert de souveraineté. Les États veulent désormais que le Conseil agisse en leur nom. Il ne s'agit donc plus pour eux de déterminer la rupture du texte fondateur de l'organisation par eux-mêmes, bien au contraire, ils remettent cette compétence au Conseil. Et l'article 39 vient confirmer cette nouvelle vision. Le Conseil de sécurité dans le système de la Charte ne se contente pas de constater, mais c'est aussi lui qui décide de l'action. Ainsi, il sera difficile pour les membres de l'Union africaine d'avoir une constatation contraire à celle du Conseil de sécurité de l'ONU. L'action, que ce soit sous la Société des Nations ou avec les Nations Unies, l'action consiste souvent en une sanction à l'encontre de l'État qui aurait rompu les principes de l'organisation. Ces sanctions sont classées en deux catégories: les sanctions non militaires et les sanctions militaires. On observe toutefois une différence entre les deux. Dans le système de la Société des Nations, si les sanctions militaires étaient décidées par le Conseil, les sanctions économiques et financières étaient toujours décidées par les États. La suite de l'article 16 premier dispose: les États membres de la SDNMM s'engagent à rompre immédiatement avec l'État ayant rompu le pacte à toutes les relations commerciales ou financières. Le professeur Kolb explique cette approche comme étant un corollaire du principe de la souveraineté des États, très cher à la société. Quoi qu'il en soit, cet état de choses avait entraîné une incohérence et une véritable anarchie dans la prise et l'exécution des décisions visant à sanctionner un État coupable d'une rupture du pacte. L'article 5 prévoit l'unanimité dans la prise de décision. On peut lire, sauf disposition expressément contraire du présent pacte ou des clauses du présent traité, les décisions de l'Assemblée ou du Conseil sont prises à l'unanimité des membres de la société représentés à la réunion. Ce mécanisme rend la prise de décision très compliquée. Toute prise de décision est soumise à la nécessité préalable d'un constat de l'existence d'une agression. Mais ce constat, comme nous le soulignions, relevait de l'appréciation souveraine des États. Dans ces conditions, le professeur Kolb estime que tout mécanisme de sanction était par conséquent voué à l'échec. Il souligne que chaque État pouvait décider de lui-même s'il y avait eu agression, selon des critères politiques. Les opinions étaient ainsi susceptibles de diverger à l'infini, et nulle sanction ne pouvait être mise en œuvre efficacement, vu l'absence d'unité dans l'action. L'exécution ou la mise en œuvre de la sanction prononcée est un autre aspect qui faisait la faiblesse de la SDN. En plus des petites divisions qu'il pouvait y avoir en son sein, l'organisation faisait face à un autre problème, celui des États non membres qui n'étaient par conséquent pas tenus de respecter ses décisions.
Du coup, les États qui s'engageaient à appliquer les sanctions sur un État fautif couraient le risque de voir leurs intérêts économiques faiblir sans que leurs sanctions produisent nécessairement un effet, l'agresseur pouvant toujours les remplacer avec des États non membres de la société ou ceux de ses membres qui ne voulaient pas observer le régime de sanctions. Le seul cas où la SDN a réussi à se prononcer en faveur des sanctions a malheureusement connu là aussi un grand échec. Dans le conflit italo-éthiopien, les membres du Conseil avaient réussi à identifier l'Italie comme agresseur, et même à créer un comité de coordination de sanctions commun aux États sanctionnistes. Mais les sanctions n'avaient pas pu être pleinement appliquées, et le régime de sanctions fut un véritable échec qui allait participer au discrédit de la société. Les raisons étaient notamment liées à une non-entente entre les membres les plus importants de l'organisation. Si les États-Unis et l'Union soviétique avaient défendu les principes du pacte et condamné l'agression italienne, la France et le Royaume-Uni s'étaient positionnés du côté de l'Italie et avaient fait obstacle à toute sanction. Cette position de la part de ces deux pays européens ne se justifiait pas simplement du fait qu'ils étaient eux-mêmes des États colonisateurs, et ne pouvaient que soutenir une cause coloniale. Elle trouvait également ses motifs dans l'espoir que nourrissaient Londres et Paris, de voir l'Italie demeurer un allié contre l'Allemagne. Le système de la Charte devait donc, non seulement s'assurer qu'un organe central pourrait constater le non-respect de la Charte, mais aussi que les États exécuteraient les décisions prises par cet organe. Une combinaison de l'article 25 et du chapitre 7 de la Charte permet effectivement de s'assurer du respect des décisions du Conseil de sécurité par les États membres des Nations Unies et même les non-membres dans une certaine mesure. L'article 25 dispose que les membres de l'organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente charte. Les articles 43 à 50 indiquent comment se font cette acceptation et cette application des décisions du Conseil. Ils indiquent également la coopération entre le Conseil et les membres de l'ONU à cet égard. On retrouve donc dans le système de la Charte une véritable centralisation dans la prise de décision et de la manière dont celles-ci sont appliquées. Le Conseil de sécurité est ainsi l'organe central des décisions relatives à une menace à la paix, une rupture de la paix et tout acte d'agression. La malheureuse expérience de l'affaire de l'Éthiopie et l'incapacité de la SDN à faire face aux situations de conflit ont donné une bonne leçon aux rédacteurs de la Charte de San Francisco. Ainsi, la timidité de l'article 16 du pacte cède sa place à la robustesse du chapitre 7 de la Charte. Denis Segui soutient l'idée du professeur Virali, selon laquelle on se retrouve là dans une véritable délégation de souveraineté. Ainsi, la fonction de maintien de la paix est transférée de la sphère de compétence de chacun des États membres à celle du Conseil de sécurité. En plus, les États membres de l'organisation reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de sécurité agit en leur nom, et conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité. En raison du principe de pacta sunt servanda, on peut estimer que sur la base des dispositions de la charte susmentionnée, les cas comme celui de l'affaire de l'Éthiopie sous la Société des Nations ne se reproduiront plus. Désormais, c'est le Conseil de sécurité qui s'occupe du maintien de la paix et de la sécurité internationale, et les États membres de l'organisation sont tenus de se soumettre à ces décisions. Autre avantage du Conseil de sécurité, la portée de ces décisions peut dépasser le seul cadre des membres de l'organisation et toucher, dans une certaine mesure, des États non membres, voire des organisations internationales et régionales. On devrait donc s'attendre à ce que les États africains appliquent les décisions du Conseil, et la logique voudrait qu'il n'y ait pas de position opposée entre le Conseil de sécurité et l'Union africaine. 2. La compétence du Conseil de sécurité vis-à-vis des organisations internationales et régionales. Quoique l'article 25 parle des membres de l'organisation, la pratique a montré que le rôle du Conseil, eu égard à l'importance du maintien de la paix et de la sécurité internationale, a été interprété comme pouvant également s'étendre au-delà de ceci. Dans l'affaire rhodésienne par exemple, le Conseil, par sa résolution 232, avait instamment demandé aux États qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies de se conformer aux dispositions du paragraphe 2 de la dite résolution.
Or ce paragraphe 2 de la résolution 232 imposait une série de sanctions à la Rhodésie du Sud. De même, lors de l'invasion du Koweït par l'Irak, le Conseil a montré qu'il n'entendait pas abandonner cette ligne de conduite. Il fit usage des formules telles que « tous les États » ou « tous les États, y compris les États non membres des Nations Unies ». Plus exactement, il décide que tous les États adopteront les sanctions qu'il édicte en vertu du chapitre 7 et appelle tous les États, y compris les États non membres des Nations Unies, à agir de façon strictement conforme à ces exigences. Ainsi, le Conseil peut constater un non-respect de la Charte, prendre des mesures qu'il juge nécessaires et s'attendre à ce que des États membres les respectent, voire des États non membres. On note toutefois que, alors que dans tous les autres paragraphes le Conseil de sécurité utilise le verbe « décider », le paragraphe 5 qui fait référence aux États non membres utilise le verbe « demander ». Ceci pourrait signifier que le Conseil de sécurité ne peut pas prendre de décision à l'endroit des États non membres, et se contente de demander une coopération de leur part. Mais la question des États non membres ne pose plus vraiment un grand problème dans la configuration actuelle des Nations Unies, vu que la quasi-totalité des États de la planète, surtout tous les États africains en sont aujourd'hui membres. La question est encore plus intéressante quand il s'agit des organisations internationales et régionales. Jusqu'à preuve du contraire, seuls les États sont membres des Nations Unies et eux seuls ont conféré au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale, lui demandant d'agir en leur nom et acceptant d'appliquer ses décisions. Comme le souligne si bien le professeur Villani, à notre avis, il faut exclure que le Conseil de sécurité puisse adopter des décisions obligatoires par rapport à des organisations régionales. En fait, ces dernières ne sont pas, ni ne peuvent le devenir, membres de l'ONU. Ceci signifie-t-il que les organisations internationales et régionales peuvent agir dans ce domaine sans tenir compte du Conseil de sécurité ? Le continent africain s'est doté d'une organisation intervenant dans ce domaine. Et pour s'assurer que son action sera menée de façon efficace, l'Union africaine a créé un organe spécial chargé de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent, notamment le Conseil de paix et de sécurité, CPS. Les décisions du CPS pourraient-elles ignorer ou l'emporter sur celles du Conseil de sécurité des Nations Unies ? La réponse à cette question doit être négative. En effet, les États qui forment l'Union africaine sont également membres des Nations Unies. Il leur sera donc difficile d'ignorer leurs obligations en vertu de la Charte des Nations Unies, au moment où ils interviennent dans le cadre de l'Union. En cas de conflit entre les dispositions de la Charte des Nations Unies et celles résultant des textes d'une quelconque autre organisation internationale ou régionale, les premières doivent prévaloir conformément à l'article 103 de la Charte. Ceci conduit au schéma ci-après. Les États membres des Nations Unies ont conféré au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Toute autre entité qui voudrait désormais intervenir dans ce domaine devrait donc avoir le consentement de cet organe. C'est donc ce qui va se passer avec l'Union africaine en Afrique. B. Implication de la primauté du Conseil de sécurité sur l'action du CPS. Mécanisme de délégation et d'autorisation. Ces implications sont à rechercher dans le chapitre 8 de la Charte qui établit les rapports entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales. L'article 53 dispose que le Conseil de sécurité utilise, s'il y a lieu, les accords ou organismes régionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorité. Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par les organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de sécurité. Cet article témoignage réellement de la centralisation du maintien de la paix et de la sécurité internationale, instituée par la Charte au profit du Conseil de sécurité. Ainsi, le Conseil est le principal responsable de cette activité. Toute action coercitive doit par conséquent soit être initiée par lui, soit tout au moins avoir son autorisation. Néanmoins, quelques questions se posent quand même sur l'applicabilité de cette disposition aux décisions et actions du CPS sur le maintien de la paix. L'article 53 parle de mesures coercitives. Les OMP entrent-elles dans le cadre des mesures coercitives de l'article 53 ?
Quid du concept d'opération d'appui à la paix, OAP, de l'Union africaine? 1. L'applicabilité de l'article 53 de la Charte de l'ONU, sur le maintien de la paix de l'Union africaine. Ce point pose la question de la définition de mesures coercitives. Qu'est-ce qu'une mesure coercitive? Le maintien de la paix fait-il partie des mesures coercitives de l'article 53 de la Charte, pour lesquelles une autorisation du Conseil de sécurité est nécessaire? Les mesures coercitives établies par la Charte peuvent être rangées en deux catégories. Le premier cas concerne les mesures coercitives non militaires. Le précédent en la matière est à rechercher dans l'une des résolutions les plus courtes du Conseil de sécurité. Après la participation de la République dominicaine de Trujillo à des actes d'intervention et d'agression contre le Venezuela, l'Organisation des États américains, OEA, décida le 21 août 1960 d'imposer une série de mesures politiques contre la République dominicaine. L'Union soviétique, compte tenu du fait que les mesures imposées par l'OEA étaient coercitives, évoqua la nécessité d'une demande d'autorisation rétroactive du Conseil de sécurité. Mais l'esprit qui a régné lors des discussions autour de cette résolution a conduit à conclure que les organisations régionales n'ont pas besoin d'une autorisation du Conseil de sécurité pour des mesures non militaires, même si elles sont coercitives. La résolution comporte un préambule d'un paragraphe et un dispositif également d'un seul paragraphe qui se lit comme suit. Le Conseil prend acte du dit rapport et notamment de la résolution I, adoptée à la dite réunion et par laquelle il a été convenu des mesures concernant la République dominicaine. Le rapport évoqué par la résolution étant celui qui a été communiqué au Conseil par le secrétaire général de l'OEA. Depuis, l'affaire de la République dominicaine est devenue le précédent sur lequel repose la pratique du Conseil. Elle a été confirmée dans l'affaire cubaine. Le Cuba avait, notamment, été sanctionné d'exclusion en 1962, toujours par l'OEA. Depuis lors, toutes les autres organisations régionales imposent des sanctions non militaires à leurs membres sans une autorisation préalable du Conseil de sécurité. Ce fut le cas des sanctions imposées de manière autonome par la Communauté européenne à l'Argentine en 1982 et à l'ex-Yougoslavie en 1998. Ce fut également le cas avec la CEDEAO, qui imposa une série de sanctions contre le Libéria dans le début des années 1990. L'Union africaine suit bien évidemment la pratique, et se permet alors de prendre des sanctions non militaires contre ceux de ses membres qui ne se conforment pas à ces principes. Ceci a été par exemple vérifié en 2009 dans 3 cas de suspension. Le dernier concernait Madagascar. Le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine avait suspendu le vendredi 20 mars 2009 Madagascar des instances de l'organisation continentale, suite à l'éviction du président démocratiquement élu, Marc Ravalomanana. Aidé par une partie de l'armée, l'ancien maire d'Antananarivo, la capitale du pays, Andry Rajoelina, avait pris le pouvoir le mercredi 18 mars 2009 après plusieurs jours de manifestations de rue. Le Conseil de paix et de sécurité avait alors jugé anticonstitutionnel le processus d'accession au pouvoir de l'ancien maire d'Antananarivo. Pour le Conseil de paix et de sécurité, les événements qui avaient porté au pouvoir Andry Rajoelina s'apparentaient à un coup d'État. La sanction n'étant pas militaire, le Conseil de paix et de sécurité n'avait pas eu besoin d'une autorisation du Conseil de sécurité de l'ONU. Il en fut de même pour les 2 autres décisions de suspension, puisque c'était la 3e fois en quelques mois que la participation d'un État à l'UA était suspendue pour changement anticonstitutionnel de gouvernement. Avant Madagascar, c'était la Mauritanie et la Guinée. En effet, au lendemain du coup d'État survenu le mercredi 6 août 2008 à Nouakchott en Mauritanie, l'UA ne s'était pas simplement contentée de condamner cette prise de pouvoir anticonstitutionnelle, mais elle avait également décidé de suspendre la Mauritanie de ses instances. Il en fut de même en Guinée-Conakry. Après avoir condamné le changement anticonstitutionnel survenu dans ce pays, l'Union avait là aussi décidé de suspendre la Guinée de ses instances, et ce jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. On peut donc conclure que les mesures coercitives non militaires
n'entre pas dans le champ d'application de l'article 53 de la Charte et le CPS peut bien entreprendre de telles mesures sans une quelconque autorisation du Conseil de sécurité. Qu'en est-il alors des OMP qui, comme on le sait, comportent une présence militaire ? Dans le cadre des cours à l'Académie du droit international, les professeurs Hugo Villani et Laurence Boisson de Chazourne ont apporté une définition à ce que recouvre la notion coercition, de l'article 53 de la Charte. Il ressort de leurs deux analyses que le maintien de la paix, en principe, ne fait pas partie des mesures de l'article 53. Les mesures auxquelles se réfère cette disposition sont celles contenues aux articles 41 et 42 de la Charte. En effet, le maintien de la paix est par principe non coercitif. L'agenda pour la paix souligne que le maintien de la paix des Nations Unies n'a souvent été mené qu'avec l'assentiment de toutes les parties concernées. Cette assertion correspond aux trois principes classiques du maintien de la paix: le consensualisme, la neutralité et le non-usage de la force, sauf en cas de légitime défense. En raison du premier élément, c'est-à-dire le consensualisme, on peut exclure le maintien de la paix des mesures coercitives de l'article 53 dont l'autorisation du Conseil de sécurité est nécessaire au CPS. C'est d'ailleurs cette position qu'avait adoptée la Cour internationale de justice, CIJ, dans l'affaire de certaines dépenses des Nations Unies, où la Cour avait considéré que les opérations de la FONU et de l'ONUC ne sont pas des actions coercitives rentrant dans le cadre du chapitre 7 de la Charte. Dans cette affaire, l'Assemblée générale des Nations unies, reconnaissant qu'elle avait besoin d'un avis juridique autorisé quant aux obligations des États membres en vertu de la Charte des Nations unies en ce qui concerne le financement des opérations des Nations unies au Congo et au Moyen-Orient, avait décidé de soumettre à la CIJ pour avis consultatif la question de savoir si les dépenses autorisées par l'Assemblée générale pour le financement de ces deux opérations constituaient des dépenses de organisation au sens du paragraphe 2 de l'article 17 de la Charte des Nations unies. La requête faite devant la Cour visait à savoir si ces dépenses relevaient en effet des dépenses ordinaires de l'organisation, et donc autorisées par l'Assemblée générale, ou si elles relevaient plutôt des mesures coercitives du chapitre 7, plus précisément de l'article 43 de la Charte, et dont le Conseil de sécurité seul a le pouvoir de prendre des mesures en vue de leur financement. La Cour avait alors, comme souligné plus haut, reconnu que les mesures des opérations des Nations unies au Congo au Moyen-Orient ne relevaient pas du chapitre 7, et ne constituaient donc pas des mesures coercitives. Partant de là, on peut facilement déduire que le CPS n'a pas besoin d'autorisation du Conseil de sécurité lorsqu'il entreprend le déploiement d'une opération de maintien de la paix. Mais cette conclusion peut toutefois être très hâtive. Les opérations de maintien de la paix ont considérablement changé depuis leur création, allant des OMP classiques sans véritable emploi de la force à des OMP de plus en plus robustes et multidimensionnels. Parfois, ceci ne permet pas de voir clair quant à la frontière entre une simple OMP ne nécessitant pas une autorisation du Conseil et une véritable mesure coercitive. Il peut arriver également qu'une opération commence sous le régime du maintien de la paix et finisse par glisser vers l'imposition de la paix avec une véritable coercition. De plus, une organisation régionale peut camoufler une action coercitive sous l'étiquette OMP pour ne pas avoir à demander l'autorisation du Conseil de sécurité. Mais dans le cas de l'Union africaine, le problème n'est même pas à chercher dans un camouflage ou un éventuel glissement de fonction de l'opération déployée. C'est le système officiel même de maintien de la paix de l'Union qui pourrait susciter des interrogations quant à la nécessité pour le CPS de demander une autorisation du Conseil avant de mettre sur pied une opération de paix. 2. L'applicabilité de l'article 53 de la Charte face au concept des opérations d'appui à la paix de l'Union africaine. Fait révélateur, les déploiements de l'Union africaine sur le terrain portent le nom d'opération d'appui à la paix et non d'opération de maintien de la paix. Cette déclaration faite par le commissaire à la paix et la sécurité de l'Union africaine SEM. Ramtan Lamamra devant les membres du Conseil de sécurité des Nations unies correspond parfaitement aux dispositions de l'acte constitutif de l'Union africaine, ainsi qu'au protocole relatif à la création du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. L'article 7.1c du protocole dispose par exemple que, conjointement avec le président de la Commission,
Le Conseil de paix et de sécurité autorise l'organisation et le déploiement de missions d'appui à la paix. Mais quelle distinction existe-t-il entre d'une part une opération de maintien de la paix, OMP, et d'autre part une opération d'appui à la paix, OAP? La différence pourrait paraître bénigne, puisque seul un mot est remplacé par un autre, maintien de la paix contre appui à la paix. Mais il n'en est pas ainsi. Premièrement, on retiendra que maintenir concerne ce qui existe déjà, et que l'on ne veut pas perdre. Le dictionnaire Le Petit Robert parle de conserver dans le même état, faire ou laisser durer. Alors que l'appui peut bien être apporté aussi bien pour maintenir ce qui est, que pour construire et créer ce qui n'existait pas encore. La différence ne s'arrête d'ailleurs pas sur de simples questions linguistiques ou sémantiques. Elle entraîne également des conséquences dans la pratique. Maintenir la paix suppose qu'il existe déjà une certaine paix, aussi fragile soit-elle. Ce qui suppose que les parties ont préalablement consenti à œuvrer pour la paix. La mission de paix déployée à cet effet bénéficie du consentement des parties au conflit, ou des principales d'entre elles. Tant que ce consentement n'existe pas, il ne peut y avoir maintien de la paix. C'est évidemment l'argument qui avait été avancé par certains membres permanents du Conseil de sécurité, notamment le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, sur le possible envoi d'une mission de maintien de la paix des Nations Unies en Somalie. Alors que l'Union africaine, depuis 2007, attendait de voir l'AMISOM remplacée par une mission onusienne, certains membres du Conseil de sécurité des Nations Unies tels que la Grande-Bretagne estimaient qu'on ne saurait déployer une OMP là où il n'y a pas encore un début de paix, les combats continuant de faire rage à Mogadiscio et dans d'autres régions de la Somalie. De plus, le groupe islamiste Al-Shabaab n'était pas prêt à déposer les armes. Or, dans le même temps et pour la même situation, le Conseil de paix et de sécurité avait depuis 2007 décidé d'autoriser le déploiement d'une mission de l'Union africaine en Somalie connue sous le nom AMISOM. L'une des conclusions qu'on peut tirer à ce niveau, c'est que l'OAP peut être déployée même dans des conditions où une OMP n'aurait pas pu l'être. On retient également que l'OAP, contrairement à l'OMP, n'a pas nécessairement besoin d'être consentie par les principales parties. En effet, il sera difficile de croire que le mouvement Al-Shabaab, en guerre contre le gouvernement fédéral de transition, TFG, de la Somalie, ait donné son consentement pour que la mission de l'Union africaine accomplisse son mandat. Le mandat de cette mission permet d'ailleurs de tirer une troisième conclusion sur la distinction entre l'OAP et l'OMP. L'OAP peut intervenir en faveur d'une partie, et donc au détriment de l'autre qui aurait préalablement été identifié comme fauteur de troubles. Or l'OMP par principe cherche à sauver la face de toutes les parties sans condamner une seule d'entre elles. À cet égard, l'OAP peut donc être considérée comme exerçant une fonction coercitive contre la partie qui a été identifiée comme fauteur de troubles, et doit donc entrer dans le cadre des mesures prévues à l'article 53 de la Charte des Nations Unies. C'est dire que, pour autoriser l'organisation et le déploiement d'une OAP, le CPS devrait d'abord lui-même demander et recevoir une autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies, principal responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le CPS devrait donc nécessairement rechercher une autorisation du Conseil de sécurité pour toute OAP qu'il voudrait entreprendre. Mais dans la pratique, cette exigence n'est pas nécessairement observée. Car quoi que l'OAP puisse faire usage de la force coercitive contre des fauteurs de troubles, elle est considérée comme relevant d'un régime équivalent à celui du maintien de la paix de l'ONU. En principe, et conformément à la première phrase de l'article 53, le Conseil peut également utiliser l'Union africaine pour l'exécution des mesures qu'il aurait lui-même prises en vue de maintenir la paix et la sécurité en Afrique. Mais cette option ne semble pas toujours bien fonctionner. Dans deux cas où l'Union a été invitée directement ou indirectement, la coopération n'a pas toujours été la meilleure. Dans le cadre de la crise en Libye, le Conseil avait autorisé les États membres qui ont adressé au secrétaire général une notification à cet effet et agissant à titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'accords régionaux et en coopération avec le secrétaire général, à prendre toutes mesures nécessaires, nonobstant le paragraphe 9 de la résolution 1970-2011,
pour protéger les populations et zones civiles menacées des attaques en Jamaïria arabe libyenne, y compris Benghazi. Mais la position de l'Union africaine étant différente de celle qui avait été adoptée au Conseil de sécurité, seuls des membres de l'OTAN avaient répondu à l'appel du Conseil. 6 ans auparavant, le Conseil avait décidé de déférer au procureur de la Cour pénale internationale, CPI, la situation au Darfour depuis le 1er juillet 2002, demandait instamment à tous les États et à toutes les organisations régionales et internationales concernées de coopérer pleinement avec la CPI. En outre, il invitait expressément la Cour et l'Union africaine à examiner ensemble des modalités pratiques susceptibles de faciliter les travaux du procureur et de la Cour. Le moins que l'on puisse dire pour ces deux cas, c'est que la coopération n'a pas vraiment été au rendez-vous, les instances africaines n'ont pas voulu coopérer, non qu'elles ne reconnaissent pas la responsabilité du Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale, mais parce qu'elles estimaient que leur point de vue n'avait pas été pris en compte. D'où la nécessité de rechercher une meilleure prise en compte des positions de l'Union, si l'on veut parvenir à une meilleure coopération et à une véritable cohérence dans la prise de décision. Paragraphe 2. Nécessité d'une prise en compte des positions du Conseil de paix et de sécurité par le Conseil de sécurité. Si le Conseil de la Société des Nations, en vertu de l'article 16 du pacte, avait péché par sa faiblesse, le Conseil de sécurité pourrait lui parfois pécher en s'alignant sur une vision trop centriste, trop forte et parfois trop occidentale. Ceci ne contribue pas toujours à une coopération efficace avec le CPS, ou l'Union africaine de façon générale. L'efficacité ne se situe pas seulement dans la force, mais aussi dans la capacité à mettre fin au conflit que connaît actuellement le continent africain. Aucune intervention, aucune action dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationale ne devrait ignorer le véritable objectif de la Charte des Nations Unies: préserver les générations futures du fléau de la guerre qui 2 fois en l'espace d'une vie humaine a causé à l'humanité d'indicibles souffrances. Les États africains qui payent le plus lourd tribut des conflits qui se déroulent sur leur continent et qui, plus que tout autre, en maîtrisent les contours, devraient avoir leur mot à dire si l'on veut parvenir à cet objectif. Cette logique trouve sa justification aussi bien dans la Charte des Nations Unies, que dans l'histoire même du maintien de la paix. L'expérience a témoigné des conséquences fâcheuses résultant du rejet total des points de vue de l'Union africaine, Justification formelle de la nécessité d'une meilleure prise en compte des positions du CPS par le Conseil de sécurité. L'article 52 de la Charte et la place du CPS dans le maintien de la paix en Afrique. Pour donner une base juridique au maintien de la paix, Dag Hammarskjöld et Lester Pearson, concepteurs de cette activité, ont évoqué un chapitre 6,5 de la Charte. Or, dans le cadre du chapitre 8 de la Charte, l'article qui correspond le plus au chapitre 6, c'est l'article 52, et cet article donne préférence aux organisations régionales sur le Conseil de sécurité. La Charte ne se limite pas à encourager ou à donner une préférence aux mécanismes régionaux. Elle s'adresse également au Conseil lui-même, lui demandant de respecter cette priorité qu'ont les organisations régionales sur les différents ordres locaux. Ainsi, on peut lire au paragraphe 2 de l'article 52, les membres des Nations Unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d'une manière pacifique, par le moyen des dits accords ou organismes, les différends d'ordre local, avant de les soumettre au Conseil de sécurité. Le paragraphe 3 dispose que le Conseil de sécurité encourage le développement du règlement pacifique des différends d'ordre local par le moyen de ces accords ou organismes régionaux, soit sur l'initiative des États intéressés, soit sur renvoi du Conseil de sécurité. C'est donc un principe de subsidiarité qui est établi par l'article 52. Ce principe de subsidiarité signifie que l'action de l'Organisation universelle, l'ONU, est considérée comme subsidiaire par rapport à celle de l'organisation régionale, qui a un caractère prioritaire. L'histoire de l'article 52 permet de mieux comprendre cette subsidiarité au profit du régionalisme. Avant la conférence de San Francisco qui a conduit à l'adoption de la Charte des Nations Unies, les 4 grandes puissances sorties vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, États-Unis d'Amérique, URSS, Grande-Bretagne et Chine,
s'étaient déjà retrouvées à Dumbarton Oaks où elles rédigèrent les propositions qui allaient servir de base aux négociations de San Francisco. Ces propositions très universalistes et très centrées sur le Conseil de sécurité, au sein duquel ces États et la France bénéficient chacun d'un siège permanent, avaient cependant été combattues par les régionalistes lors de la conférence de San Francisco. On retrouve 3 grands groupes d'États défenseurs du régionalisme: des républiques latino-américaines, des États arabes et quelques pays européens. La première organisation régionale africaine n'étant née qu'en 1963, l'Organisation de l'Unité africaine, les 4 États africains cofondateurs de l'Organisation des Nations Unies, Afrique du Sud, Égypte, Éthiopie et Libéria, n'avaient pas joué un rôle actif dans ce combat. Les États latino-américains étaient les mieux organisés des défenseurs du régionalisme. Ces pays avaient peur de voir leurs relations avec les États-Unis complètement changer. Les États-Unis étant membres d'un Conseil de sécurité trop puissant, il fallait éviter que cet organe traite à lui seul tous les différends, y compris des différends qui n'étaient que d'ordre régional. Les États latino-américains craignaient également de voir une ingérence des puissances étrangères, telles que l'URSS, dans leurs affaires. Les autres États défenseurs du régionalisme, tels que les pays arabes et européens, avaient eux aussi leurs propres raisons. Les pays arabes qui s'étaient regroupés dans le cadre de la Ligue des États arabes, entre autres, pour défendre les intérêts de la Palestine, ne voulaient pas voir la Grande-Bretagne, membre permanent du Conseil de sécurité, leur priver de toute initiative en ce sens. Enfin, la France, isolée par les grandes puissances, ne faisait pas trop confiance à la nouvelle organisation. Elle aspirait donc à une organisation régionale capable de la défendre le plus rapidement possible, en cas d'une nouvelle attaque. D'autres pays européens soutenaient bien évidemment la position française. Ce combat entre régionalistes et universalistes a donc conduit au système actuel de la Charte, avec la quasi-suprématie du Conseil de sécurité pour des mesures coercitives, article 53, contre la primauté des organisations régionales pour des mesures non coercitives, article 52. Le maintien de la paix n'étant pas coercitif, l'Union africaine devrait en principe avoir une certaine priorité sur le Conseil de sécurité et ses positions devront être bien considérées à chaque fois que l'on examine le déploiement d'une OMP dans l'un de ses États membres. B. Justification matérielle de la nécessité d'une meilleure prise en compte des positions de l'UA dans le cadre du maintien de la paix en Afrique. Exemple du mandat d'arrêt de la CPI contre le président El-Béchir. Plusieurs raisons peuvent justifier l'impérieuse nécessité de mieux prendre en compte les points de vue de l'Union africaine dans le cadre du maintien de la paix en Afrique. La proximité, une meilleure connaissance du terrain. Les pays voisins sont toujours les plus affectés par un conflit qui se déroule aux portes de leurs frontières. Les expériences récentes en Libye et sur le mandat d'arrêt contre le président Béchir du Soudan ont montré qu'il n'est avantageux pour personne de voir l'Union africaine et le Conseil de sécurité sur des positions fortement contradictoires. Et le fait de ne pas considérer les points de vue de l'UA dans le cadre du maintien de la paix en Afrique ne contribue pas du tout à la crédibilité du Conseil de sécurité, voire des Nations Unies. La question du mandat d'arrêt du président Omar el-Béchir illustre bien cette réalité. Le dit mandat a été lancé dans le cadre de la crise du Darfour. Cette crise a été qualifiée par les États-Unis de génocide en 2004 et par les Nations Unies de plus grand abus des droits de l'homme au monde. Un an auparavant, le 22 mars 2003, le coordonnateur réside des affaires humanitaires au Soudan, Mukesh Kapila, qualifiait déjà le Darfour de plus grave crise humanitaire au monde. Mais comme le souligne le Dr Adekai Adebaro, c'est à partir de 2004 que l'attention internationale s'est fortement tournée sur le Darfour. Le 18 septembre 2004, le Conseil de sécurité adopte la résolution 1564-2004, demandant au secrétaire général de créer une commission internationale d'enquête, compagnie, chargée d'enquêter immédiatement sur les informations faisant état de violation du droit international humanitaire et des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme par toutes les parties au conflit dans le Darfour, pour déterminer également si des actes de génocide ont eu lieu et pour identifier les auteurs de ces violations, afin de s'assurer que les responsables aient à répondre de leurs actes. En octobre 2004, le secrétaire général a nommé le président de la commission,
M. Antonio Cassez et 4 autres membres, les priant de lui rendre compte de leurs constatations dans un délai de 3 mois. La commission qui était assistée d'un secrétariat, une équipe de recherche juridique et une équipe d'enquête composée d'enquêteurs, d'experts légistes des questions militaires et d'enquêteurs spécialistes dans les violences sexistes, rendit son rapport au 1er février 2005. Dans ce rapport, la commission parvient à l'idée que les actes commis au Darfour ressembleraient à des crimes de guerre et de graves violations des droits de l'homme. Toutefois, elle parvient également à l'idée que le gouvernement soudanais n'avait pas mené une politique de génocide au Darfour. Elle établit par ailleurs une liste secrète de 51 personnes en recommandant au Conseil de sécurité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.